pour les fléchisseurs plantaires, ça donne ça. Vous faites votre mesure de flexion dorsale, genou fléchi, et vous voyez qu'elle arrive à 90 environ. Vous voyez, elle arrive à 90, elle a réussi à faire un mouvement positif. Maintenant, on va s'intéresser aux jumeaux. Maintenant, on mesure les jumeaux. On va demander à la patiente de relever son pied. Et comme on est en train de voir, elle le baisse. Donc, elle a un mouvement négatif. On va noter qu'elle est passée de 70 à 60, par exemple, sur l'échelle de mesure des jumeaux. Toute cette mesure s'intéresse à l'antagoniste. On pense qu'on mesure le long antérieur, non, on mesure l'antagoniste. On mesure la résultante des deux et d'abord l'antagoniste. Donc ici, on va faire 70-60 pour les jumeaux, alors pour le solaire, on est à 90. Donc contre le solaire, elle se débrouille, contre les jumeaux, il n'y arrive plus. Les jumeaux dépassent sa capacité à retrouver son antagoniste. Si on va mesurer un droit antérieur, on va d'abord mesurer le quadriceps sans le droit antérieur, donc on va demander à cette patiente de faire une flexion du genou. On va voir jusqu'où elle va sous la table d'examen. Voilà, vous voyez qu'elle ne fait pas grand-chose. Elle fléchit un peu. Elle va à 80 degrés environ. 0, c'est la jambe tendue. Elle est allée à 80 degrés de flexion du genou. Voilà, à peu près, ou 75. Et maintenant, on va lui demander de faire la même chose contre son droit antérieur. On mesure maintenant le droit antérieur. Je lui demande de plier son genou contre le droit antérieur. Et vous voyez, elle ne peut le plier. Elle est en train, en fait, d'étendre son genou. J'insiste, je dis, vous n'avez pas compris. Donc, elle arrive de 50 à 40, elle a un mouvement négatif, ce sera notre mesure du droit antérieur. Alors ça, pour le coup, c'est très pertinent pour la thérapeutique, parce que là, on a une indication d'injection, si on pense, ou une indication de travail en mouvement alternatif rapide, parce qu'on va demander à cette patiente de faire un travail de flexion du genou contre le droit antérieur, c'est-à-dire debout, c'est-à-dire hanche tendue. Et les exercices prestés seront des travaux de mouvement alternatif rapide contre le droit antérieur. C'est ça qu'elle va travailler à la maison. Parce qu'elle a un droit antérieur co-contractant, et on sait dans la littérature et dans nos propres études qu'un travail de mouvement alternatif rapide d'amplitude maximale diminue les co-contractions au bout d'un certain nombre de semaines. Ça arrive pas tout de suite, au contraire. En aiguë, vous aggravez. Au bout de 15 secondes, c'est fini. C'est pas un problème, ça. On demande quelque chose de difficile, on va lui demander de travailler son mouvement alternatif rapide, on va diminuer les co-contractions de son antagoniste. Et on peut éventuellement l'injecter aussi si on pense que vraiment c'est très très fort comme contraction et que l'injection il donnera un petit boost. Alors si on se résume, nos trois premières étapes, c'était ces trois-là pour le fléchisseur du coude. Un mouvement lent, on va mesurer la longueur du muscle, ça nous donne une indication thérapeutique. Faut-il étirer? Souvent il le faut. Faut-il ténotomiser? Parfois il le faut. Une mesure dont on servira plus tard, qui n'est pas immédiatement utile, mais qui est intéressante quand même intellectuellement pour la patiente. Est-ce que le muscle réagit, donc le motoneurone réagit-il à l'étirement, au signal d'étirement bref? Et enfin une mesure active où on va demander à la patiente de faire son boulot toute seule, c'est-à-dire détendre son coude. Vous allez me dire, elle cède de la gravité, c'est pas important la gravité en centrale, c'est l'antagoniste qui est important. Et vous voyez qu'elle va jusqu'à 170 environ, c'est-à-dire qu'elle est à 10 degrés d'extension maximale. Bon, ben c'est une information intéressante, ça veut dire que ces fléchisseurs du coude, dans cette situation-là, qui est une situation pas très naturelle, on fait rarement ce mouvement-là, mais ensuite on peut durer en situation épaule fléchie si elle peut tenir, et on verra la contraction des fléchisseurs du coude. Et si elle a une grosse contraction, et ben on fera un travail d'extension du coude en extension maximale pour diminuer les contractions de cet antagoniste. Donc on fait ça pour tous nos muscles pertinents. On a pour l'instant 3 angles, on a un angle de longueur du muscle, un angle d'hyperexcitabilité du motoneurone et un angle actif. Pour ce mouvement actif, on voit ce que la patiente est capable de sortir de son agoniste, contre son antagoniste. Alors, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là pourquoi? Parce que dans la vie quotidienne, que l'on marche, que l'on écrive, que l'on parle, que l'on porte la nourriture à sa bouche, tout ce que l'on fait, ce ne sont pas des mouvements discrets, ce sont des mouvements répétitifs. On fait tous, tout le temps, des mouvements répétitifs, alternatifs. La vie quotidienne se passe à alterner les mouvements. Et donc, pour mieux évaluer la capacité active de notre patiente, parce que souvent il s'est capable de faire un mouvement, puis le deuxième est déjà nettement moins bon, on va lui demander sur une durée précise, mettons de 15 secondes, un travail de mouvement alternatif rapide pour mesurer cette capacité à ne pas trop fatiguer pendant une durée de quelques secondes. Donc je passe là-dessus, je passe sur l'angle de Pareti, et donc c'est le quatrième pas qui est la fréquence des mouvements alternatifs rapides sur l'angle qu'on vient de mesurer, qui est l'amplitude active maximale. On va voir si elle tient, si elle est capable
de ne pas trop augmenter ces co-contractions sur une durée faible de temps qui correspondra à la durée de toutes nos activités quotidiennes, je répète, de marche, de mouvement actif. Et donc on va lui demander de faire des mouvements alternatifs répétés sur ça. Voilà, ce monsieur qui fait une flexion d'épaule maximale. Vous voyez qu'elle est à 60-70 degrés sa flexion d'épaule. Vous voyez que l'épaule n'est pas parallèle au tronc, il est levé à 60-70 degrés. Et ça, c'est son maximum. Ben, vous apercevez qu'à la fin des 15 secondes, il est beaucoup moins bon. Il va finir par ne plus être capable du tout d'aller à la cible. Vous voyez la cible sur le mur. Il baisse de plus en plus le pauvre. Et son coude se fléchit de plus en plus. Son épaule de moins en moins. Et donc il est de plus en plus loin de la cible. Et à la fin, il termine épuisé en fait. Ce groupe musculaire est épuisé. Et il a aggravé ses co-contractions pendant la fatigue, pendant l'effort. On sait la thérapeutique pour ce patient. On va lui demander tous les jours de faire des grandes séries de flexions alternatives de l'épaule. Et on sait aussi qu'une plus vieille technique est celle du bloc. On va faire quelque chose qui en 5 minutes va l'améliorer. On va injecter un bloquant. En l'occurrence, on a injecté de la xylocaïne. Ici, il y a 5 minutes d'écart entre ces deux vidéos, uniquement dans ces extensions de l'épaule. Alors ça, c'est intéressant aussi. On a uniquement injecté ces extenseurs de l'épaule. C'est un grand rond, grand dorsal, long chef du triceps, grand pectoral, un extenseur de l'épaule en position fléchie. Et un petit peu les rhomboïdes qui sont des adducteurs de l'omoplate. Et on voit qu'en 5 minutes, le patient est au-dessus de la cible et qu'il arrive à mettre des coups de poing dans le mur. Il n'a pas un mouvement normal. Il n'a pas un mouvement normal, il a un mouvement meilleur. Hein, on est bien d'accord qu'on n'essaye pas de normaliser les choses, on essaie d'améliorer les choses. C'est toute la philosophie. Donc on a injecté pour ce patient un bloquant dans les muscles d'une tension qui pouvait bloquer la flexion des épaules. Et regardez bien ce qui s'est passé au niveau du coude pendant ce temps-là. Au niveau du coude, on n'a pas touché ces fléchisseurs du coude, et pourtant il co-contracte moins. Pourquoi? Tout simplement parce que la flexion d'épaule est devenue plus facile. Donc il a moins besoin de recruter son fléchisseur, son coude et son biceps, qui se trouvent être des fléchisseurs du coude. Il a moins besoin de les recruter pour faire une flexion d'épaule. Et donc il peut fléchir son épaule avec un coude plus tendu. Donc un seul traitement bloquant sur une articulation proximale peut considérablement modifier les co-contractions distales, alors même qu'on n'a pas touché les fléchisseurs du coude. Donc ça, c'est une évaluation qui consiste à, je ne vous montre pas 2 ans plus tard pour l'instant, c'est une évaluation qui consiste à savoir qu'est-ce que peut faire la patiente de son mouvement actif, est-ce qu'elle peut le répéter ou pas, et la difficulté qu'elle a. Or après un bloc, elle est quand même une mètre au mieux, on vient de bloquer ses fléchisseurs du coude, vous voyez la rapidité d'action et l'amplitude, elle est beaucoup plus rapide après le bloc qu'avant, et tout ça, ma foi, en affaiblissant un muscle. En affaiblissant un muscle, on diminue ses co-contractions. Ici, il ne s'agissait pas d'un bloc à l'axillary, il s'agissait d'une injection de toxine de thyroïde, mais peu importe. On a un résultat comme ça en 2-3 semaines, ou 4 semaines, peu importe. On fait pareil, donc, les mouvements alternatifs rapides. On va s'intéresser ici au rond phonateur. On va demander à ce patient de faire une série de mouvements alternatifs rapides contre son rond phonateur, circuit tendu. Et on veut savoir s'il est capable de faire plusieurs fois son mouvement à vitesse maximale. En fait, comme vous le voyez ici, il n'arrive même pas à 180. Il est gêné, il arrive à 120, 130. Donc chez ce patient, on va travailler, alors il a une course active à 130, comme il s'est arrêté en asymptote. On va travailler en injectant son rond phonateur, en lui demandant tous les jours des séries de mouvements alternatifs rapides. Le voilà 1 an plus tard, il a réussi à poser cette fois-ci son coude sur la table. Donc c'est du vrai rond phonateur. Et il a une capacité à faire des débuts de supination complète, coude tendu, qui peut être un geste important lorsqu'on ouvre le coude dans la serrure. Alors il y a encore du travail, mais on est sur le chemin. Donc ça, c'est l'évaluation de l'alternative rapide, c'est à quel point le patient est capable d'utiliser sa course active maximale. Et on a un 4e nombre ici, qui est cette fréquence, la capacité à refaire ça plusieurs fois de suite, qui en soi est importante, et en soi une corrélation meilleure avec sa fonction motrice. Et une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a mesuré la longueur du muscle, l'excitabilité de son motoneurone, la capacité de l'agoniste à aller loin contre son antagoniste co-contractant, on a mesuré les mouvements alternatifs rapides, il nous manque la fonction. Donc pour la fonction, on en a un petit peu parlé hier avec Sonia, ça c'est pour le membre inférieur, donc vous voyez que le tableau est renversé, mais on a pour chaque muscle solaire, jumeau, grand fessier, ischio
les adducteurs fléchisseurs, les adducteurs extenseurs, les vastes et le quadriceps, y compris droit antérieur. On a à chaque fois 4 angles qui sont le passif, la spasticité, l'actif et les mouvements alternatifs rapides. Pareil pour le membre supérieur, et on va donc s'intéresser à ce que peut faire le membre qu'on vient d'évaluer, je dirais, en analytique. Alors, parlons du bras une seconde. Il y a dans la littérature beaucoup d'échelles de fonction du bras. Beaucoup. Trop. Si vous regardez les 30 ans de littérature qui viennent de s'écouler, vous avez quasiment 3 échelles par pays publiant. Bon. Moi, je me suis intéressé, comme tout le monde, au sujet quand j'ai commencé un peu ma carrière, et quand j'ai fait le répertoire de toutes les échelles existantes, on devait être au milieu des années 90, je me suis aperçu qu'il y avait un gars qui avait fait une échelle qui me semblait plus pertinente que les autres. Ce collègue s'appelle Derek Wade, il est anglais, il travaille aujourd'hui à Oxford, et il avait publié une échelle qu'il appelait le Frenchy Arm Test. Et ça consistait à demander aux patients tout simplement de faire 7 activités réelles de la vie quotidienne. Beaucoup des échelles que vous trouverez sont des échelles de déficience, pas de fonction. C'est-à-dire qu'elles regardent la capacité à mettre un cylindre dans un trou, ou bien un gobelet de petite taille dans un gobelet de grande taille, avec des différentes tailles. Ce sont des échelles qui ont le but de quantifier les choses, mais qui n'ont pas de pertinence directe avec le quotidien du patient. Alors que Derek Wade avait pris la précaution de demander aux patients de faire des choses réelles, utiliser la brosse à dents, le peigne, le gobelet, etc. Et il m'a semblé que cette échelle était un peu plus pertinente pour la fonction quotidienne écologique du patient. Et simplement, on s'est permis de la modifier. Pourquoi ? Parce que cette échelle ne testait que du manuel. Alors c'est vraiment masochiste de la part d'un patient de vouloir faire que du manuel. La main parétique est quand même aussi là pour aider la main non parétique. On a quand même beaucoup de manuel dans notre quotidien. Donc on a simplement rajouté quelques tâches du manuel et essayé d'équilibrer les choses de façon non scientifique, un petit peu intuitive, entre quelques tâches unimanuelles et quelques tâches bimanuelles, avec le simple souci d'essayer de représenter ce que la main devrait faire dans le quotidien, sans que ça ait été validé par une échelle par des procédures statistiques de type H ou autre. On a simplement posé quelques tâches bimanuelles en plus, et ça donne ce genre de choses. Donc le patient va avoir à faire 10 tâches, et chacune de ces tâches est jugée sur une petite vidéo qu'on prend du patient. Je vous engage grandement, surtout de nos jours où c'est très facile, à utiliser la vidéo. C'est quand même quelque chose qui vous sert dans votre dossier du patient pour revoir 1 an plus tard, 6 mois plus tard, 5 ans plus tard. Notamment quand le patient vous dit je ne progresse pas et que vous apercevez qu'il a bien progressé, c'est toujours intéressant et c'est bon pour le moral de pouvoir lui montrer la vidéo avant. Et ça arrive très souvent que les gens ne s'aperçoivent pas de leur propre progrès, s'il y en a. Et quand on a des vidéos, nous, ça nous informe sur ce qu'on a réussi à obtenir avec le patient, et le patient s'informe lui-même de ce qu'il fait. Donc voilà à quoi ça ressemble. On en a vu un extrait, je crois, quasiment avec Sonia Le Bibière. Là, c'est le patient que vous avez vu tout à l'heure faire des efforts de flexion active de l'épaule. Il va avoir 10 tâches à effectuer. Donc il a d'abord une coordination du manuel pour ouvrir un couvercle. Vous voyez qu'il n'est pas mauvais du tout en distal. C'est un limite parétique droit, si ça se voit pas encore. Alors la tenue, poser la grosse bouteille, ça c'était pas dans la tâche demandée. Alors vous voyez qu'en proximal par contre ça pêche, il y a une très très grosse difficulté à fléchir son épaule le jour où cette vidéo est prise. On a une très bonne fonction distale finalement, une très mauvaise fonction proximale chez ce patient-là. Et en ligne manuelle, il est très gêné. Alors quand on fait passer cette échelle, elle prend à peu près 10 minutes à faire passer, un peu moins de 10 minutes en moyenne. Et on donne 0 si le patient ne fait aucun mouvement, ce qui n'existe pas, et 10 si le patient fait un mouvement qu'on considère normal, ce qui n'existe pas. Donc on essaie d'éviter les effets plafond et plancher, et on donne une note 5 sur 10 à un geste qui serait à peine réussi, à peine effectué. Donc ça donne entre 0 et 10, mais surtout entre 1 et 9. Là, il est au-dessus de 5 partout, puisque vous voyez qu'il a à peine pris son gobelet tout à l'heure, à peine pris la bouteille, et il est toujours au-dessus de 5. Il arrive à faire les choses, même si elles ne sont pas parfaites. Et après, on affine la cotation entre 5 et 10, c'est ce qui est le plus proche de la normale, ou plus proche d'avoir des grandes difficultés. Et on est en train en ce moment de publier, on a déjà fait l'étude, mais on est en train de publier l'étude de validation de cette échelle. Ça va être déjà la fiabilité
inter-observeur. C'est un artiste, donc il signe son œuvre, vous voyez, c'était pas demandé dans la tâche. C'est un monsieur qui travaillait au musée, qui réparait, qui restaurait des peintures. Et donc, voilà, ça c'est l'art moderne. Bon, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il fait des... Voilà, il faut qu'il prenne des pinces à linge et qu'il les pince sur un endroit un petit peu analogue avec l'essor d'un gros fil, c'est-à-dire le bord du bloc-notes. Vous savez que vous voyez qu'il y arrive. Avec certaines difficultés, il sera à 6 ou 7 sur celle-là. Il est au-dessus de 5, mais il n'est pas proche de 10 du tout. Hein. Il a quand même du mal. Il y arrive. C'est un patient qui a beaucoup travaillé en distal et qui, à l'époque où cette vidéo est prise, a encore beaucoup de travail, comme vous le voyez, à faire à l'épaule. Dès qu'il s'agit d'atteindre loin, il a des extensions de l'épaule très hyperactives qui l'empêchent. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Après, il y aura le peigne, il y aura le dentifrice, etc. Donc, je vais arrêter là. Ça nous donne une idée quantifié sur vidéo, que vous avez votre dossier, vous avez votre petit dossier vidéo dans votre bureau, de ce que fait le patient à telle date, un jour. Vous le reverrez un an plus tard ou 6 mois plus tard, vous verrez si c'est différent ou pas. Alors cette échelle-là, en moyenne, prend 8 minutes en fait. On va donner 10 minutes. On fait le truc, c'est pas si long que ça. Mais c'est pas suffisant. Une échelle comme ça, en soi, n'est pas suffisante si on ne s'intéresse qu'à cette cotation du thérapeute de ce que fait le patient. Il est important de savoir ce que le patient pense de lui-même quand même. Et donc on demande au patient son opinion sur ce qu'il fait dans le quotidien. Et donc c'est une échelle subjective qu'on lui demande de suivre. Et j'ai noté ici plus évaluation subjective. Je veux dire subjective par le patient. Il faut quand même si le patient a progressé, qu'on s'interroge sur notre incapacité à ce qu'il le reconnaisse. Ça arrive assez souvent qu'un patient ait fait des progrès, mais qu'il ne le sache pas, ou qu'il ne soit pas capable de le reconnaître, pour des raisons qui rentrent dans la psychologie, mais qui sont importantes. Nous, notre but, c'est que les patients se sentent bien, soient contents, soient à peu près satisfaits de leur performance, et c'est dommage, si leur performance est améliorée, ils ne le reconnaissent pas. Et donc, on demande à des patients on a un questionnaire qui a été publié par Brashear en 2002, qui s'appelle la Disability Assessment Scale, qui est un questionnaire qui a le mérite d'exister, je vous montrerai maintenant, dans un instant, là, et qui a la qualité d'être relativement simple, où on demande au patient son impression subjective sur 4 domaines de la vie quotidienne. Alors là, on retombe dans les échelles de type subjectif, mais en l'occurrence, c'est délibérément subjectif, donc ça tombe bien. On considère qu'il y a, dans cette échelle, on prend 4 domaines fondamentaux du quotidien: la toilette, les activités d'hygiène, l'habillage, l'esthétique, la posture, quand on se tient debout ou assis, et puis le domaine de la douleur. Et dans chacun de ces 4 domaines, le patient doit nous dire s'il ne se sent pas du tout en capacité, un peu, beaucoup ou complètement, tout simplement. Donc c'est très subjectif, c'est délibérément subjectif ici, et c'est ce que j'appelle la fonction perçue, c'est-à-dire qu'on demande au patient ce qu'il pense de sa situation. Alors, ça marche, c'est une échelle qui est validée aujourd'hui, qui est simple à utiliser, qui prend 5 minutes. Et quand vous avez passé 5 minutes à avoir cet entretien avec le patient, plus les 10 minutes, vous avez une impression à la fois un petit peu objective et subjective de ce qu'il peut faire avec sa main, son bras. Reste la marche, mais la marche c'est plus simple. Pour la marche, vous avez un test extraordinairement simple et validé et intéressant qui est la vitesse de marche, tout simplement. La vitesse de marche aujourd'hui, ça a l'air trop simple, ça ne l'est pas, c'est parfait. Elle est corrélée à tous les paramètres cinématiques pertinents dans l'hémiparésie. Elle a une vraie fiabilité entre les examinateurs si on la mesure avec un chrono. Et elle a une vraie validité vis-à-vis du quotidien, c'est-à-dire qu'on connaît, comme je l'ai dit hier, les vitesses qui sont corrélées avec l'utilisation de la marche dans le quotidien. On sait que 0,7 c'est le cap pour commencer à sortir de sa maison, et que 1, 25, 1,3 c'est le cap pour commencer à traverser la rue. Et donc on a vraiment une corrélation entre la quantité de marche utilisée par le patient en environnement naturel et la vitesse mesurée dans le couloir de votre consultation. C'est vraiment, ça prend, selon la vitesse du patient, entre 10 secondes et 1 minute, c'est pas très méchant, et c'est très utile. Et là, on a quelque chose de quantifié. Voilà une patiente qui a travaillé pendant 9 mois sur sa
sur sa marche avec des mouvements alternatifs rapides, et vous voyez qu'elle a, eh bien, elle est toujours hémiparétique, mais elle a une cadence un peu meilleure, une longueur de pas un peu meilleure, et 9 mois après le début de son travail, elle est capable d'être un petit peu plus rapide que eh bien, au début de la prise en charge. Voilà, alors ça c'est ce que je voulais vous présenter un petit peu. L'évaluation d'un patient, si on ne discute pas trop, je dirais que l'évaluation d'un bras, si on ajoute l'évaluation analytique des muscles et le Frenchet, il faut compter une bonne demi-heure pour évaluer un membre supérieur. Pour la marche, c'est beaucoup plus rapide. En 10-15 minutes, vous avez la marche et juste important du mouvement après. Donc si vous avez tout un hémiparétique à analyser complètement, je ne parle pas de la discussion avec le patient, ça prend beaucoup plus de temps. Mais l'évaluation technique, elle ne prend pas si longtemps que ça. Elle prend 45 minutes, c'est tout un hémicorps. Je dirais un quart d'heure pour le membre inférieur et à peu près une demi-heure pour le bras. Alors moi, c'est quelque chose que j'utilise personnellement, que j'enseigne à mes étudiants et qui nous donne beaucoup de satisfaction parce qu'on voit vraiment ce qui se passe avec l'évolution des patients, et évidemment un tout petit peu mieux que si on fait un HWAS. Donc si on a encore 2-3 minutes, je vais vous montrer un ou deux petits cas cliniques. Ça irait? Alors je ferme ça. Et je vais reprendre le diaporama que j'avais hier, mais sauf qu'aujourd'hui je suis sur ma clé, donc les vidéos sont là. Donc on va voir un petit peu la pratique de tout ça. Alors, pour commencer, quand on parlait d'évaluation, je vous ai dit tout à l'heure que le deuxième test de l'évaluation, c'est un mouvement rapide. Il n'est pas très pertinent pour le traitement. Ça sera pertinent plus tard, mais pour le traitement, ça n'est pas tellement. Regardez ce patient, je montre souvent cet exemple dans les présentations que je fais, parce qu'il est assez démonstratif. Vous voyez, vous voyez ici, à gauche, une mesure de la spasticité du droit antérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser comme vitesse rapide la vitesse du segmentement sous l'influence de la gravité. On va laisser tomber la jambe. Voilà. Vous venez de laisser tomber la jambe. Sous l'influence de la gravité, la jambe tombe et vous voyez que ça balance tout seul, tranquillos. Il n'y a rien. Il n'y a pas de spasticité dans ce droit antérieur. Elle est à 0 ou 1. Si maintenant je demande à ce patient de fléchir le genou, de plier le genou, vous voyez ce qui se passe? Stop, relâchez. Je vais relâcher. Donc vous voyez bien qu'avec une simple évaluation de la spasticité, si vous ne faites pas une course active, vous n'avez rien compris au patient. Si vous êtes basé que sur un HWAS entre guillemets ou un XV3, vous ne connaissez rien au patient. Vous ne connaissez rien du patient, vous ne comprenez pas à quel point il est handicapé dans son quotidien pour marcher. Et vous publiez une étude sur la toxine botulique en disant que la HWAS est réduite d'un temps. Et ça donne un patient qui ne peut toujours pas marcher. Donc on est bien d'accord que ne s'intéresser qu'à un mouvement intermédiaire ou rapide, ça ne dit rien sur le patient. Rien. C'est même pas la peine d'essayer de prétendre, ça ne dit rien. Donc on a 30 ans de littérature, on a validé ou pseudo-validé des traitements à partir de la chose, ce qui n'a aucun sens pour les patients. Aucun sens. Ce patient, il continue à être extrêmement gêné à la marche. À cause des co-contractions de son droit antérieur, notamment, au moment où il fléchit la hanche pour passer le pied. Vous voyez la co-contraction en mouvement alternatif rapide, à droite. Donc on a à traiter cette co-contraction. Alors, donc prenons un exemple. Alors, je vais prendre l'exemple de Raquel, qui est je vais d'abord prendre l'exemple de Raquel, pardon, qui est ici. Donc je voulais juste montrer rapidement hier. Elle a 30 ans, elle a eu une hémorragie 10 ans avant. On la prend en charge 10 ans après son accident. Et elle a eu ce qu'on appelle du bobat pendant 10 ans. On peut répéter, n'optimise pas réellement la participation active du patient. Voilà sa lésion qui est gigantesque. Vous voyez qu'elle a enlevé de son cerveau, littéralement, de son cortex moteur et prémoteur. Elle est donc une hémiparésie qu'on peut qualifier de sévère. Et effectivement, elle est tellement sévère que lorsqu'on la voit 10 ans après son accident vasculaire, eh bien, ma foi, elle marche extrêmement doucement, avec des tout petits pas, une grippe d'orteil douloureuse, une flexion active de hanche quasi inexistante, une flexion passive de genou complètement inexistante, une dorsiflexion insuffisante,
un espèce de varus tonique contre des solaires probablement courts. Et il y a juste le gros orteil qui se relève un petit peu, c'est tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a de positif, son gros orteil. Tout le reste, c'est à reprendre. Et en fait, on va, avec cette patiente, travailler sur chacun de ces éléments, un par un. On va s'occuper de sa flexion de hanche en injectant son grand fessier. Alors, je vais peut-être vous montrer l'histoire entière. Alors, attendez, excusez-moi, il faut que je change de diaporama si je veux vous montrer son histoire. Je sais pas si je en train de chercher son histoire, donnez-moi une petite seconde. Voilà, ça va être là. On est en 2005 de s'occuper de son fléchisseur plantaire, entre autres problèmes. On s'est dit que cette dorsiflexion active en phase oscillante et passive en phase d'appui était vraiment insuffisante, que le corps ne pouvait pas pivoter sur la cheville en phase d'appui. Bon, c'est elle que je vous ai montré tout à l'heure en train d'essayer de faire des dorsiflexions. Vous voyez qu'elle arrivait bien à relever son pied contre le solaire, que dès qu'on ajoutait le jumeau à l'équation, elle n'y arrivait plus. Or, dans la marche, son genou est tendu, donc le jumeau était tiré, donc il est dans l'équation. Et donc il faut s'en occuper. Donc ce qu'on a fait chez elle, on lui a demandé de faire un travail de flexion, de dorsiflexion active, et on a injecté, ma foi, son solaire. Pourquoi? Parce que le varus, c'est d'abord une conséquence du solaire. Je rappelle que le solaire, c'est la résistance au jambier antérieur, et que si vous avez un muscle solaire qui résiste trop fort au jambier antérieur, le jambier antérieur n'a que comme solution de porter le pied en intérieur, et il crée un varus. Donc le premier traitement du varus de ce type-là, c'est le relâchement du solaire. Et donc, c'est ce qu'on fait ici. On a de façon évidente, aujourd'hui, pour tous ceux qui font... Alors, soit c'est de l'alcool, soit c'est de la toxine. En l'occurrence, c'est de la toxine, mais ça aurait très bien pu être un alcool intramusculaire. On cherche, on va pénétrer la couche des jumeaux. On va s'intéresser au solaire, qui est de très très loin le plus fort muscle du mollet. Et on va vouloir obtenir, en voie postérolatérale ici, une contraction du solaire. Vous voyez même le gros orteil en bas à gauche, on a traversé le solaire. En bas à gauche, vous voyez le gros orteil qui se contracte. Ici. Donc on était juste un peu trop profond. Et après, un mois, après quelques exercices de dorsiflexion active et une injection dans le solaire et puis dans les fléchisseurs courts de leur plus gros orteil, on a quelqu'un qui commence... Ah, est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'elle marche mieux? Ben, peut-être un petit peu. Elle a un pas, on la voit de face, donc on voit pas bien la longueur de son pas, mais elle a un pas un peu plus long. On a un orteil un peu plus relâché, un peu moins de griffe d'orteil.
Et en fait, si on mesure sa vitesse de marche, on a quelqu'un qui marche 20% plus vite. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon mois. C'est un bon mois, c'est un bon résultat d'une injection et d'un peu de travail de moteur. Et on se dit qu'on va aller plus loin, on continue à lui demander de travailler, elle repart en Espagne, et elle va reprendre son travail d'autorééducation, et on la verra la fois prochaine, et cette fois on s'intéresse aussi aux jambiers postérieurs, délibérément aux longs fléchisseurs, aux flexions propres du gros orteil, et puis à nouveau aux jambiers postérieurs par une voie latérale. Donc je rappelle, le jambier postérieur, on peut y accéder par toutes les voies, internes et externes, et donc on s'intéresse à travailler réellement sur ce jambier postérieur qui s'ajoutait au solaire pour empêcher le relevé du pied. Bon, voilà en bas à droite ici le jambier poste. Alors je passe. Et là voilà, après cette période de 2 séries d'injections, on s'aperçoit qu'elle ne sait toujours pas bien qu'elle est mieux, elle commence à le sentir, mais on s'aperçoit en voyant les vidéos qu'elle est franchement mieux, elle a un pas plus long. Elle n'a pas encore de flexion du genou passif, parce qu'à l'époque on ne travaillait pas encore sur le droit antérieur, mais elle a clairement des pas plus longs, plus souples. Et si on mesure cette vitesse, on s'aperçoit qu'elle est à 70% plus rapide. Donc on commence vraiment à faire une différence. On est seulement à 4 ou 5 mois du début. Donc on continue. Et on va s'intéresser à cette flexion de hanche et au grand fessier. Alors le grand fessier, c'est un muscle qui est finalement beaucoup plus problématique chez le parétique médulaire que le parétique cérébral. C'est un muscle qui est vraiment intéressant de connaître en sclérose en plaques et en blessé médulaire, un petit peu moins intéressant chez l'hémiparétique d'origine cérébrale. Cependant, il a parfois son degré de cocontraction qui gêne la flexion de hanche. Voilà la technique, elle est très simple. On suit la ligne entre le grand trochanter et l'épimyliaque postéro-supérieur, et on a ici un muscle qui est le plus gros muscle de l'organisme, qui est très facile à cibler.